Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur votre petit écran. Au sommaire de cette quotidienne aujourd'hui, nous reviendrons sur les championnats d'escalade qui se sont déroulés à Magenta, donc détail avec Jamie Waymo dans notre rubrique C'est Sport. Ensuite, nous parlerons de l'exposition Mangrove City. Donc cette exposition met en valeur la mangrove, vous l'avez bien compris, ainsi que les espèces qui y vivent, mais aussi à savoir qu'il y a des populations qui vivent dans les mangroves de Nouméa. Nous verrons tout cela dans notre rubrique Grandeur Nature. Et enfin, pour notre rubrique La Science et nous, que nous parlerons encore une fois de l'imprimante 3D. Mais retrouvons notre invité du jour. Alors bonjour Laurence Claire-Dancuf. Bonjour. Alors vous êtes membre de l'association Moi je t'aide. Aujourd'hui on parlera justement de l'autisme. Donc est-ce que vous pouvez nous parler justement de présenter d'abord cette association? Donc Moi je t'aide, TED, donc comme trouble envahissant du développement. C'est un handicap, c'est une famille de handicap et dedans il y a l'autisme qui est le plus connu. Donc notre association elle est née en fin 2010. En fait, on avait le désir à plusieurs parents de se former, nous, et puis de proposer des formations sur le territoire pour les professionnels aussi et les familles. Et donc on a commencé comme ça, on fait venir chaque année des spécialistes sur une période donnée et on organise des stages. Voilà, donc ça c'est la première chose. Aujourd'hui on est 17 familles dans l'association, surtout Nouméa et Grande Nouméa. On aimerait bien pouvoir, entre guillemets, capter des familles de la province nord, de la province des îles. Et des îles. Donc on a une famille sur Koné, une famille sur Marais. On a une trentaine d'adhérents et sympathisants aussi. Et voilà, donc après les actions qu'on fait, c'est plus du soutien aujourd'hui, donc les formations, hein, ça on en a parlé, mais aussi du soutien concret aux familles en fait. Donc on propose des temps de répit pour les parents. On a un réseau d'auxiliaires de vie, de prestataires qui peuvent venir garder les enfants pour la demi-journée, pour la journée, pour le week-end, pour que les parents puissent un petit peu souffler un peu, on va dire ça. Souffler. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'autisme pour nos téléspectateurs encore qui ne savent pas, même si on sait à peu près ce que c'est. Voilà, donc en fait l'autisme c'est un trouble qui est dit, c'est un terme un peu sérieux qui est neurodéveloppemental. Donc en fait c'est au niveau du cerveau et ça a comme effet que l'enfant est né avec des difficultés de communication. Donc langage, parfois il n'y a pas le langage, des difficultés de relation avec les autres. Donc tout ce qui est contacts sociaux, discuter avec quelqu'un, comprendre les codes sociaux, tout ça, c'est mort. Et pour ce qui est du troisième problème en fait dans l'autisme, c'est les centres d'intérêt qui sont très réduits et les personnes ont tendance à faire toujours les mêmes choses. C'est ce qu'on appelle des stéréotypies. Elles peuvent avoir des tics physiques, regarder au ciel, avoir un contact difficile avec les yeux ou des gestes qui peuvent sembler étranges. Voilà, donc ça c'est les trois problèmes d'une personne avec autisme. D'accord. On va dire que beaucoup de choses se fait en Nouvelle-Calédonie concernant l'autisme. On sait qu'en début d'année, il y a eu une structure qui a été créée justement dans ce cadre-là. Et en fin d'année de cette année, peut-être un lieu de séjour pour que les parents puissent, on va dire, souffler entre guillemets. Est-ce que cela suffit justement ? Alors, si ça suffit, je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit suffisant aujourd'hui, puisque si on prend les chiffres de la métropole, de la Haute Autorité de Santé ou de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, c'est 150 enfants qui naissent chaque année avec un trouble de l'autisme. Et en Calédonie, ça nous donne
comme il y a 4400 naissances en moyenne ici, ça ferait 30 enfants, une trentaine d'enfants chaque année qui naît avec de l'autisme. Donc c'est un chiffre conséquent, c'est beaucoup ça, pour un pays comme nous, comme le nôtre. C'est non négligeable et surtout qu'il y a un vrai enjeu pour repérer rapidement dans les premiers mois de vie, avant 3 ans, même avant 18 mois aujourd'hui on dit, pour pouvoir proposer des prises en charge qui sont adaptées. Et donc pour répondre à votre question, si on part sur ces chiffres-là, on est sur 400-500 enfants qui seraient avec de l'autisme en Calédonie. Donc l'Institut de l'autisme, il accueille, sauf erreur de ma part, 25 enfants de 3 à 20 ans. Mais alors ce qui est essentiel aussi à dire, c'est que ça a été quand même un énorme soulagement pour la plupart des familles, en tout cas celle de notre association, que cette structure elle est ouverte. Parce que les enfants partent le matin à 7h30, le transporteur vient les chercher, ils rentrent à 16h30 le soir et leur journée est bien remplie. Ils font un tas d'activités qui leur font du bien, qui les font progresser. Alors encore une fois, je me mets à la place du téléspectateur qui ne connaît pas justement ce problème-là. Est-ce que cette maladie se soigne et comment on peut le détecter dès le plus jeune âge ? Alors en fait, ça n'est pas une maladie, c'est un handicap. Donc on ne peut pas le traiter avec un médicament comme pour une maladie. On peut juste mettre en place des méthodes en fait pour aider l'enfant à avoir des comportements plus adaptés et puis pour corriger en fait les mauvais comportements parce que ils sont souvent envahis de comportements qui ne sont pas acceptables ou difficilement. Est-ce que les comportements peuvent s'améliorer ? Oui, tout à fait. Avec justement des façons de travailler sur le comportement avec l'enfant, aussi en aménageant son espace de vie. En fait, il faut tout rendre le plus prévisible possible. Par exemple, qu'à chaque fois qu'on va faire quelque chose ou aller quelque part, ce qui permet à l'enfant de calmer ses angoisses et donc d'éviter des comportements d'automutilation ou d'excitation, ou voilà, c'est de lui dire voilà ce qui va se passer, ça va durer tant de temps, après tu rentreras. Voilà, donc de bien annoncer tout ce qui va se passer. D'accord. Alors médicalement, où en sont est-ce que vous savez où en sont les recherches aujourd'hui ? Je suis juste une maman qui s'informe, hein, je ne suis pas une spécialiste, encore moins médecin. En fait, ça bouge beaucoup dans le domaine de la recherche de l'autisme aujourd'hui. Donc il y a les stratégies éducative dont on a un petit peu parlé, mais au niveau médical, aujourd'hui il y a une piste très sérieuse sur le chlore que les personnes avec autisme ont dans le cerveau. On a tous un peu de chlore, mais il y a un traitement avec un diurétique qui est en train qui draine en fait, qui permet, pardon pour l'image, aux neurones de cracher le chlore qu'il y a en trop et donc de rendre l'enfant plus disponible, plus dans la relation. Voilà. Donc il y a cette piste-là. Il y a aussi une maladie qui s'appelle la maladie de Lyme ou de Lyme qui est donnée par les tiques. Et des spécialistes ont montré que ça pouvait générer de façon assez sérieuse des troubles de l'autisme. Et ça peut entre guillemets, se réduire, hein, se soigner. Je ne veux pas utiliser le terme parce qu'on ne soigne pas un handicap. Hein, avec des traitements antibiotiques. D'accord. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs pistes aujourd'hui. Et la piste génétique qui reste la plus fréquente. Hein. Il y a plusieurs
comment dire, problèmes génétiques qui peuvent se retrouver chez des personnes avec autisme. Alors vous êtes là également pour annoncer des rencontres que l'association va effectuer donc en province des îles et à Nouméa. Donc vous donnez rendez-vous aux Calédoniens. Alors est-ce que vous pouvez donner les dates exactes? Oui, donc en fait on a 2 semaines de vacances d'octobre où on fait venir donc une spécialiste. On a donc la journée du 13 octobre, c'est une journée de sensibilisation, de découverte de ce handicap. On a une journée, on a 3 jours sur la communication avec un enfant avec autisme. Et la semaine suivante, on a un stage plus approfondi, technique, sur l'analyse du comportement. Donc c'est une façon, c'est voilà, savoir comment prendre en charge un enfant avec de l'autisme. Il nous reste des places sur cette 2e semaine. Et j'invite le plus grand nombre à nous contacter, même au-delà des formations, si vous souhaitez qu'on puisse échanger voilà, autour d'une situation avec un enfant ou un adulte, parce que les enfants deviennent des adultes. Appelez-nous et on sera très Un numéro contents. de téléphone peut-être à donner, donc le 86 71 12 pour la population qui souhaite vous appeler. Et on rappelle les dates, donc le 13 octobre à Nouméa et le 17 octobre à Lifou. Et donc si la province Nord veut justement que l'association puisse intervenir, n'hésitez pas justement à appeler l'association Moi je t'aide. Donc un dernier mot à la population avant de finir cet entretien. Oui, j'aurais juste envie de dire que comme c'est un handicap qui est très compliqué, qu'on a parfois du mal à expliquer, appeler, enfin ne pas rester seul. Voilà, c'est un petit peu le message que j'ai envie de faire passer. Ne pas rester seul avec ce handicap qu'on ne comprend pas nous-mêmes quand on est parent. Au début, on ne sait pas ce qui se passe et pourquoi l'enfant il est comme ça. Donc voilà, encore une fois, on est plus fort à plusieurs, ça j'en suis convaincue. Et on peut aussi beaucoup s'entraider, se donner des bons tuyaux sur la vie de tous les jours qui est compliquée à la maison. Et donc voilà, contactez-nous. Voilà, donc merci Laurence d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, Élise. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Et comme à l'accoutumée, on retrouve Davina pour l'agenda du jour. Ça va? Oui, ça va, Élise, et toi? Ça va. Bonjour à toi et puis bonjour aussi à nos amis à la maison. Donc si ça va, on va y aller alors. Ok, on va parler des coupures de courant qu'il y aura la journée de demain, donc un peu partout sur le pays. Donc on va commencer avec Païta sur les lotissements Chanteclair, Maplaine, Alamandi, Pouillet et Andémia, donc de 8h30 à 15h30. Ensuite, du côté de Tours aussi, sur les régions de Wanach et de Tiwende, excusez-moi, c'est pas sorti. Donc toujours demain de 8h30 à 15h30 et puis on continue avec Ouvéa sur les régions de Fayaoué jusqu'à Gossana de 8h à 15h. Et pour finir, Yingen sur l'ensemble de la commune sauf sur la région de Tindo, donc de 8h30 à 15h30. Tout ça pour la journée de demain. D'accord. Et puis est-ce que tu peux nous rappeler l'objet un peu de ces interruptions? Ah oui, pardon. Donc l'objet de ces interruptions de coupure électrique, bien sûr, c'est l'entretien du réseau haute tension sur les différentes régions que je viens de citer. Ok, j'espère que nos chers téléspectateurs ont bien pris les rendez-vous, les heures et pour les coupures de courant. Et nous, on continue avec une information qui concerne le domaine associatif du côté de Koumak. Oui, Élise, on parle encore de l'association calédonienne de soutien aux malades du cancer parce qu'il bouge beaucoup en ce mois d'octobre. Donc, il y aura notamment organisé un cyclo-cancer le samedi 4 octobre, le samedi qui arrive, de 7h30 à 10h, ainsi qu'une soirée dansante sur le thème des années 80. Pour ceux qui souhaitent un contact, le 81 55 78. On rappelle juste que le mois d'octobre, c'est déjà depuis 20 ans le mois qui est lié à la prévention du cancer du sein, comme je te le disais hier. D'accord. Et la commune de Koumak bouge énormément pour soutenir les malades du cancer. On doit dire bravo à la commune et on salue au passage la population de Koumak. Puis nous, on continue, Élise. Alors, on va de Koumak, on va à Bourail. On parle de la première ARCU du lycée professionnel François d'Assise qui organise
organise donc le samedi 4 aussi un vide-grenier. Le but, c'est de récolter des fonds. Donc le numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent avoir des informations, le 74 29 28. Voilà, le but, c'est de récolter des fonds, comme je te le disais, pour financer un voyage pédagogique en fin d'année pour ces élèves de première. Et je pense qu'il y aura des démonstrations, c'est ça? Il y aura un vide-grenier, donc différents stands, différentes prestations qui seront proposées durant cette journée du côté de Bourail. D'accord, et on continue des informations du côté de Païta. Oui, on parle du marché paysan Élise qui aura lieu le dimanche 5 octobre à Païta sur le site des écuries Soniador, donc de 8h30 à 15h30. C'est organisé par la Chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie en partenariat avec le réseau Bienvenue à la ferme. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires, le numéro de téléphone, le 44 23 48. Je sais qu'il y aura différentes prestations durant cette journée. C'est ça, je me suis trompée. C'est à ce moment-là qu'il y aura des démonstrations. Oui, mais tu avais raison aussi tout à l'heure. Mais là, il y aura notamment 2 spectacles équestres, une démonstration de claquage de fouet pour ceux qui ne connaissent pas, et puis un lancer de claquettes que connaît bien Élise d'ailleurs. Non, moi je largue mes claquettes, je lance pas. Ah oui, c'est pas pareil. Et on poursuit en parlant du Salon international du livre océanien. Oui, ça y est, on y arrive. Donc ça se passera du jeudi 9 au dimanche 12 octobre. On sait que traditionnellement, cet événement a lieu plutôt sur Pointe-Dimier tous les 2 ans. Et cette année, le comité organisateur a décidé de déplacer l'événement sur Nouméa. Donc voilà, ce sera du côté des jardins de la promenade à Lansvata, face à la mer, comme à l'accoutumée d'ailleurs. Et pour rappeler, le 9-12 octobre, est-ce que c'est la première fois que le silo se déplace à Nouméa? Non, Ellie, ce n'est pas la première fois que le silo accueille, que le silo est sur Nouméa, parce que d'habitude, c'est vrai qu'il y a une petite partie qui est décentralisée. La majeure partie du temps, c'est Pointe-Dimier qui a l'ensemble de l'événement et il décentralise un peu sur Nouméa. Mais cette année, la nouveauté, si tu veux, c'est que Nouméa qui accueille ce salon. D'accord. Et pour clôturer l'agenda, direction Pointe-Dimier. Pointe-Dimier, on parle du CMEA Porawaro qui informe donc que son espace multimédia est ouvert donc pour ceux qui le souhaitent du lundi au jeudi de 9h à midi et puis de 13h à 16h. Pour tous ceux qui souhaitent des informations, donc le numéro 471 471. Et puis si vous êtes à côté, n'hésitez pas, ils sont sur la tribu de Thiers, voilà. Pour aller leur rendre une petite visite aussi, pourquoi pas. Voilà, et n'hésitez pas à les appeler si vous êtes intéressés. Merci Dalina. Merci Élise, au revoir tout le monde. Allez, on retrouve Jamie pour notre rubrique C'est Sport. Voilà, donc on se retrouve dans ces sports. Lundi, on évoquait l'événement sportif du week-end en parlant justement des demi-finales de la Coupe Calédonie. Il y avait un événement après, un événement international qui s'est déroulé au pays. On ne peut pas passer à côté, et surtout en sport, n'est-ce pas Jimmy? Bonjour Élise, bonjour à tous. C'est clair qu'on ne peut pas passer à côté. C'était l'événement sportif du moment et c'est vrai qu'il serait dommage de ne pas en parler, surtout quand il s'agit d'une Coupe du Monde. Voilà les championnats du monde d'escalade qui se sont déroulés du 19 au 22 septembre. Voilà, le bilan, c'est que ce fut une véritable réussite. Organisation, fréquentation, c'est vrai qu'on a eu un public assez nombreux durant les qualifications, mais également les phases finales, avec, il faut le souligner, l'implication des bénévoles qui a surpris, pas surpris, mais qui a quand même bluffé, je dirais ça entre guillemets, le président de la Fédération française d'escalade et puis toutes les personnes, toutes les délégations qui se sont rendues au pays justement pour cette Coupe du Monde. Donc tous les ingrédients étaient réunis pour faire un bilan satisfaisant. Ce sont plus de quand même 300 compétiteurs venant de 27 nations différentes qui se sont réunis à la surface artificielle d'escalade de Magenta durant 15 jours. Il faut dire que les yeux du monde de l'escalade étaient rivés sur le caillou. Donc là, une bonne image pour le pays. Les 5 continents étaient représentés avec des nations comme la Russie, les États-Unis ou encore la Suède ou le Japon. Je vous propose qu'on fasse tout de suite le bilan calmement avec Philippe Bocquet, président du comité territorial d'escalade, au micro d'Éric Deroche. Bilan très positif pour ce championnat du monde. Nous avions déjà organisé l'année dernière le championnat continental. C'était une première marche. Nous voici avec un championnat du monde qui est parfaitement réussi. Je crois que c'est
une magnifique réussite pour l'ensemble de nos bénévoles ainsi que des entreprises qui ont travaillé sur ce projet. Notre avenir maintenant, c'est l'organisation de championnats continentaux, ça c'est sans problème. Et ce sera aussi l'organisation d'une Coupe du Monde, voire d'un championnat du monde senior dans quelques temps. Alors, est-ce que nos Calédoniens ont été à la hauteur de l'événement? Alors, nos 4 Calédoniens qui célébraient justement leur première sélection en équipe de France, ce sont Mathieu Miquel, Quentin Vivier, Antoine Poyon et Cassandra Rob. Voilà, alors pour répondre à tes questions, oui, ils ont été à la hauteur de l'événement. J'irais même loin d'être ridicules face à des adversaires qui, contrairement à nos cagous tricolores, ont pu bénéficier d'une bonne préparation, sachant que des compétitions internationales, nationales, ils le font presque toute l'année. Nos cagous, on le sait tous, qu'ils n'ont pas pu bénéficier d'une bonne préparation, justement suite aux travaux du mur d'escalade qui devait vite s'achever. Bon, voilà, on ne va pas revenir sur l'histoire, on sait tous ce qui s'est passé. Mais les 2 Calédoniens qui ont fait sensation, ce sont Mathieu Miquel et Quentin Vivier. Ils ont été les 2 les plus performants parmi les 4 qui ont participé aux mondiaux. Première participation et première demi-finale pour Mathieu Miquel qui s'est surpassé durant les qualifications pour justement décrocher une place en demi-finale. Alors parmi les meilleurs grimpeurs de la planète, même s'il échoue à, je dirais, plusieurs secondes de la finale, sa prestation lui aura permis d'être classé 17e chez les minimes. Alors Mathieu Miquel qui a quitté ses mondiaux en demi-finale. Voilà. Quentin Vivier, l'autre Calédonien qui s'est démarqué malgré le bon chrono de 9 secondes et 18 centièmes. C'est ça, oui. Donc dans l'épreuve de vitesse, il a été battu en 8e de finale. Voilà, il a été battu en 8e de finale par le Russe Daniil Zakirov, le tête de série numéro 5. Une bonne prestation du Calédonien qui n'a eu, encore une fois, que 15 jours justement pour se familiariser avec la voie de vitesse. Et c'est une voie qui reste la même dans toutes les compétitions internationales. Et donc voilà, il a été éliminé par un concurrent qui, toute l'année, comme je le disais tout à l'heure, participe à des compétitions internationales ou voire même nationales. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien cette voie en question. Et on précise bien que c'est dans l'épreuve de vitesse. Effectivement, Élise, on y arrive. Donc dans l'épreuve de vitesse, il faut savoir que la difficulté et la vitesse, ce sont les 2 épreuves qui étaient au programme donc, de ces mondiaux. Alors en difficulté, c'est la plus ancienne des 2. Le but, c'est d'atteindre le sommet en choisissant les meilleures prises, c'est-à-dire les prises les plus complexes. En vitesse, l'objectif, c'est de réaliser le meilleur temps pour atteindre toujours le sommet, sachant qu'il faut réaliser un meilleur temps, le temps à se faire. Il faut être assez rapide sur un mur vertical qui peut culminer à 15 mètres. Voilà, maintenant que je vous ai présenté les 2 épreuves, je vous propose de revivre cet événement, ces mondiaux, une semaine après, sous l'œil d'Éric Deroche. Découvrez l'organisation, découvrez l'univers d'une organisation internationale au rayonnement planétaire. On regarde. Le championnat du monde jeune obéit à des règles bien précises, définies par la Fédération internationale. Et le rôle d'un conseiller technique sur un événement comme ça, c'est le respect de ces règles. Alors ces règles, elles sont définies dans un manuel d'organisation. Et ce manuel d'organisation évoque des points techniques et sportifs, mais des points aussi également au niveau de la communication, du streaming. Et il y a un nombre d'acteurs importants pour faire d'une compétition sportive un véritable show pour le public. Voilà. Et la difficulté de réalisation d'un événement comme ça sur la Nouvelle-Calédonie, c'est que ce soit les bénévoles ou l'organisateur locaux manquent de référence. Il faut juste ajuster les curseurs pour dire là on en fait trop, là on n'en fait pas assez dans tel ou tel domaine technique.
La compétition telle qu'elle est organisée là est très bien organisée, les bénévoles sont largement mobilisés et le standard d'organisation là peut tout à fait correspondre à une Coupe du Monde et accueillir donc les athlètes dits adultes sur une compétition de Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est un circuit de 8 étapes. 8 étapes réparties partout autour du monde. Et le premier marque 100 points, le deuxième 85 et ainsi de suite jusqu'au 30e. À l'issue de la saison, on fait les comptes et l'athlète qui a le plus de points remporte la Coupe du Monde. Alors sur le plan de l'organisation, notre Bible, c'est l'Organizer Handbook qui nous donne toutes les règles qui sont nécessaires pour faire cet événement. Il s'agit donc, 1, de la communication, 2, de l'ensemble des délégations de leur accueil, 3, du dispositif sportif et du plateau sportif, et 4, de la mise en place de l'ensemble des juges. Pas de championnat du monde sans bénévoles et on a une équipe formidable de bénévoles qui organise l'ensemble du dispositif, que ce soit l'accueil des délégations, que ce soit l'accueil des VIP, la mise en œuvre de la restauration, enfin l'ensemble des pôles sont assurés par tous ces bénévoles qui ont vraiment du talent. Tu es où ? Oui, j'ai besoin de toi. Alors le bénévolat pour les championnats du monde, donc ça représente 220 bénévoles qui ont été répartis sur 11 secteurs avec des responsables de secteurs, donc que ce soit le plateau sportif sur lequel on est maintenant, la communication, la restauration, la comptabilité, les bénévoles. Donc chaque personne a un groupe avec qui il travaille, puisqu'on a réparti, il y a des sous-secteurs dans chaque secteur. Par exemple, il y a les responsables des assureurs qui est ici, le responsable des juges, voilà. Et donc chacun a constitué des groupes pour s'organiser et que ça se déroule au mieux. Le travail a démarré il y a à peu près 1 an, donc là on était une dizaine de personnes pour tout le démarrage et la structuration de l'événement. Et cela fait à peu près 2 mois qu'on est une vingtaine de personnes à travailler presque tous les soirs, que ce soit pour la gestion des délégations, leur inscription aux différents hébergements, l'hôtel, les navettes, les bus ou toute l'organisation en général de l'événement. Donc nous avons une rotation dans le championnat du monde jeune qui fait si que chaque année on va dans un continent différent. Donc cette année c'était l'occasion pour l'Océanie et on a été heureux d'avoir cette infrastructure ici en Nouvelle-Calédonie. On s'est fait un peu souci parce que à cause de l'ignorance européenne de beaucoup de pays, on ne savait exactement pas ce qu'on allait voir. Mais dès qu'on est arrivé au pied du mur, dans le stade, on a compris qu'on était dans un scénario très très positif. Et l'organisation est bonne, les grimpeurs, les athlètes sont contents, donc je pense qu'on est dans les meilleures conditions pour promouvoir le sport dans ces parties du globe, de la planète. Il est important de promouvoir le sport de l'escalade en Océanie parce que c'est un des continents où il faudrait le développer d'une façon plus importante et positive. Ça aussi dans le cadre de nos ambitions olympiques qui se sont révélées concrètes et fortes l'année passée qu'on avait été inclus dans la shortlist pour 2020. Bon, après la shortlist était fermée parce que la lutte était sortie, la lutte est rentrée, mais on s'est retrouvé cette année dans les Jeux olympiques de la jeunesse en tant que sport démonstratif. Grâce à la demande du Comité international olympique. Donc on est évidemment en course pour le programme olympique où on espère de rentrer le plus vite possible. Apparemment le 2020 est fermé, mais il y aura une session extraordinaire à la fin de l'année pour voir si ce programme sera ouvert. Nous, on est assez optimistes et je pense que pour les gens de Nouméa, le spectacle que les athlètes ont été capables d'offrir ici, c'est la preuve qu'effectivement ce sport mérite les Jeux olympiques.
Voilà, c'est un reportage signé Éric Desroches et si vous l'avez apprécié, sachez qu'un autre sujet vous sera proposé vendredi dans ces sports, bien évidemment. Et Jamie, on souligne aussi la prestation de nos autres Calédoniens, Voilà. Antoine Pouillon ou Pouillon, excusez-moi de la prononciation, et Cassandra Robe. Voilà, c'est ça, qui n'ont pas pu passer les phases qualificatives. Je le répète, je parle bien sûr de Antoine et de Cassandra. Voilà, c'est dans la deuxième série de qualification qu'Antoine a chuté en difficulté. Quant à Cassandra, on ne lui reprochera pas d'avoir pris des risques pour tenter de se qualifier pour le tableau final de vitesse. Des prises de risques qui ne lui ont pas permis d'atteindre le buzzer pour valider son ascension. En tout cas, ce qu'il faut retenir par rapport à la prestation de nos Calédoniens, c'est qu'ils n'ont pas été ridicules. Bien au contraire, je pense qu'ils ont pu tirer des leçons. Durant des confrontations face aux meilleurs grimpeurs du monde, ça il faut le rappeler, et voilà, qui ne pourront que les amener au sommet de leur niveau. En tout cas, c'est tout ce que l'on souhaite pour nos 4 sélectionnés. Et on termine, Jamie, avec les classements des médailles, et c'est la Russie qui ramène le plus de médailles d'or. C'est ça, la Russie qui ramène le plus de médailles d'or, 4 médailles pour être précis, 4 médailles d'or et 4 médailles d'argent, mais également 4 médailles de bronze. Donc elle termine première du classement avec un total de 12 médailles, avec 4 champions du monde donc dans ses rangs. En deuxième position, on retrouve l'Autriche avec 1 médaille d'or, 2 d'argent puis 2 de bronze pour un total de 6 médailles. Et enfin, en troisième position, on retrouve les États-Unis avec 3 médailles, 2 d'argent et 1 médaille d'or. Le grand absent, c'est bien évidemment la France, l'une des favorites de cette compétition. L'équipe de France qui termine 13e nation avec une seule médaille. Une médaille de bronze décrochée par Julia Chanourdi. Voilà, c'est une grande déception pour l'équipe de France, sachant qu'elle disposait dans ses rangs de 2 champions d'Europe en titre, junior et cadet, mais également un grimpeur qui avait terminé 11e durant les championnats du monde senior d'escalade en Espagne, à Rijon, il y a quelques jours maintenant. Voilà, donc on verra vendredi la suite du reportage sur ce championnat d'escalade. Et puis je voulais aussi saluer justement la performance de nos Calédoniens. Voilà, vendredi avec un reportage signé toujours Éric Desroches qui vous montrera les 2 aspects des compétitions d'escalade, la difficulté et la vitesse détaillée par justement l'un de nos 4 cagous sélectionnés en équipe de France. Voilà tout, Élisée, merci. Merci à vous à la maison. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Grandeur Nature. Bonjour Camille, alors tu veux nous emmener de nouveau dans la mangrove après la pêche au crabe. Tu vas nous parler de la vie humaine dans la mangrove. Voilà, bonjour Élise, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit tour dans la mangrove urbaine, dans les quartiers de Rivière-Salée, Sainte-Marie ou encore Caméré. Alors pourquoi on vous parle autant de la mangrove dans cette rubrique? Eh bien parce que la mangrove, cet écosystème joue un rôle majeur dans notre vie. C'est le point de départ de nombreuses chaînes alimentaires. C'est un écosystème le plus productif au monde. Il y a environ 190 espèces différentes présentes dans la mangrove, dont 10% qui sont endémiques. Mais ce n'est pas tout. La mangrove protège aussi de la terre, le caillou de l'érosion marine, et aussi la mangrove participe au stockage du carbone. Elle accumule, elle stocke 5 fois plus qu'une forêt ordinaire. Alors d'où l'importance de la protéger. Alors parle-nous un peu des actions menées. Eh bien, en Nouvelle-Calédonie, la mangrove représente 359 km². Donc, il y a beaucoup de travail. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux actions menées par 2 associations. L'association Pirate, donc protection insulaire des réserves aquatiques et terrestres éco-responsables. Et l'autre association, c'est l'Association pour la sauvegarde de la nature néo-calédonienne. Alors, parle-nous d'abord de l'association Pirate. Eh bien, l'association Pirate participe depuis 2008 à des actions de nettoyage et de reboisement dans le sud et petit à petit dans le nord. Et l'autre association, c'est qui? Alors, l'autre association, l'Association pour la sauvegarde de la nature néo-calédonienne, elle a été créée le 6 mai 1971. Eh bien, elle mène plusieurs actions
de sensibilisation, comme des sorties nature et, et d'autres actions de sensibilisation. C'est par exemple le ramassage de graines ou encore des journées ouvertes au grand public et au public jeune. Donc depuis 2006, eh bien, un projet SOS Mangrove a vu le jour en partenariat avec les jeunes de l'association de quartier des Gaillacs à Nouméa. Eh bien, ensemble, leur projet exactement, c'est de participer à réhabiliter la mangrove de Rivière-Salée. Ils doivent réaliser un sentier botanique d'environ 2 km. Et ce sentier doit être fini pour 2016. Alors, comment ce projet, justement, a pu voir le jour ? Eh bien, ce projet a vu le jour en 2006 où une petite exposition photographique a été montée avec la maison de quartier de Rivière-Salée où ça montrait l'état désastreux de la mangrove à l'époque. Du coup, les associations, les institutions ont décidé de soutenir ce projet. Ils ont monté ce projet SOS Mangrove pour, comme je le disais, réhabiliter 31 hectares de mangrove et y créer un sentier de découverte, un sentier botanique. D'accord. Et donc tu vas nous parler un peu des espèces qu'il y a dans Oui, exactement, parce que cette mangrove, pourquoi elle est réhabilitée? Parce qu'elle vaut le coup. Il y a plein d'espèces qui ont été recensées dans cette zone. Est-ce que tu as une petite idée du nombre? Plus d'une d'espèces trentaine d'oiseaux, par exemple. Une trentaine. Ouais. Eh bien voilà, il y a une quarantaine d'espèces d'oiseaux qui ont été recensées et 7 espèces de palétuviers qui sont présents dans la zone. Donc c'est quand même quelque chose d'assez représentatif. Alors du coup, quelles sont les actions justement menées? Eh bien, il y a 2 volets qui sont menés. Un volet environnemental. Donc dans un premier temps, depuis 2006, régulièrement des nettoyages sont réalisés, on ramasse les déchets, mais c'est pas tout, on lutte aussi contre les espèces envahissantes, c'est donc les faux poivriers, les lianes, les mimosas ou encore les tortues de Floride. Et puis, il faut savoir qu'il y a eu 6 espèces de lianes qui ont pu être détruites sur le sentier. En 2011, par exemple, en un an, plus de 1,5 km de sentier a été dégagé par le travail de l'association. Donc aujourd'hui, régulièrement, la mangrove et donc les déchets sont ramassés. Et puis, il y a des suivis très réguliers sur les espèces envahissantes pour éviter qu'elles regagnent du terrain, qu'elles regagnent le sentier qui a été dégagé en 2011. D'accord. Et tu nous parlais d'un volet social. Eh bien oui, le volet social, c'est donc sensibiliser les personnes aux actions qui sont menées pour avoir les bons réflexes, pour arrêter de mettre les déchets dans la mangrove, pour prendre conscience que la mangrove, c'est un écosystème à protéger, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà. Le travail qui est mené avec l'association, c'est ces 2 volets et donc ce volet social qui est mené avec les jeunes du quartier du 6e kilomètre. Ce sont souvent des jeunes déscolarisés, mais voilà, ils aident ce projet. Il faut savoir qu'il y a 3000 personnes qui vivent dans les mangroves aujourd'hui à Nouméa. Et puis j'imagine qu'il doit y avoir, on va dire, une grande campagne de sensibilisation auprès des populations qui est menée. Exactement, justement, le projet qui est mené, il reste encore 2 ans pour terminer le sentier. Donc les associations souhaitent des subventions pour pouvoir continuer le projet de sentier. Concrètement, comment ça s'est réalisé, comment ils vont demander, comment ils sensibilisent les gens à ce projet. Ils ont monté une exposition photo. Encore une fois, cette fois-ci c'est Monique Laure Fanfan qui soutient le projet SOS Mangrove, associée avec le photographe Stéphane Ducandas, qui ont réalisé ensemble une exposition Mangrove City. Alors de quoi parle cette exposition? Eh bien cette exposition, elle parle à la fois de l'état de la mangrove, mais aussi des conditions de vie des populations qui vivent dans les squats. Donc c'est assez impressionnant. Certes, l'exposition est terminée aujourd'hui, mais le problème de la mangrove, c'est un problème qui est toujours présent. Donc on en parle aujourd'hui. Regardez, c'est un reportage signé Alexandre Sigura.
Cette exposition Mangrove City, c'est le but final de 8 ans de travail pour la sauvegarde de la nature et aussi de 3-4 ans pour l'association Pirate. Et donc le but, c'est un constat sur les mangroves, l'état des mangroves actuels en 2014. Et donc ça a été fait aussi par Stéphane Ducandas, qui est président de l'association Pirate. C'est une association qui est jeune, puisque je crois qu'elle a 3 ou 4 ans, et donc qui œuvre aussi dans le même but que la sauvegarde, c'est-à-dire protection des mangroves. Stéphane travaille beaucoup sur les baies de Saint-Vincent, et donc c'était tout à fait normal qu'on se retrouve pour travailler ensemble. Maintenant, les mangroves sont habitées. À certains endroits, c'est des situations très critiques sur le plan sanitaire. C'est vraiment quelque chose de catastrophique dans Nouméa, quoi. Et donc, c'est une cité dans les mangroves. Donc voilà, l'idée est venue de l'appeler Mangrove City. On se rend compte qu'en passant devant les mangroves, ça s'aggrave. Et le fait, avec Stéphane, moi j'avais pris des photos il y a 2 ans. Et Stéphane, en tombant sur les photos, en regardant les photos, il a eu la même réaction que moi, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose. On ne savait pas quoi, mais donc il fallait démarrer. Et le mieux, je pense que c'était d'amener l'image au public. Et voilà, et l'expo est partie comme ça. Bon, il fallait quand même les prévenir de notre travail, de notre arrivée. On ne peut pas débarquer comme ça, coucou c'est nous. Et de ce fait, on a été vraiment reçus à bras ouverts en expliquant, ils nous connaissaient, ils connaissaient quand même déjà le projet SOS Mangrove. Et donc je pense que ça a facilité les choses. Et donc le but de l'expo a été tout de suite accepté. Et on a passé des journées vraiment géniales avec eux. On a participé à des coups de pêche, on a mangé avec eux. Ils nous ont vraiment fait voir, ils nous ont ouvert quand même des endroits qu'on n'aurait jamais pu y rentrer. Et franchement, ça a été vraiment des journées très, très attachantes, que ce soit avec les personnes âgées, avec les enfants. Dans certaines photos de l'expo, il y en a vraiment certaines qui nous ont tenu à cœur. Donc celle-ci, je pense que je ne dirais pas que c'est la plus jolie, mais c'est la plus sensible pour nous. C'est la personne qui est dans le squat de Coca-Cola, c'est la plus ancienne, je pense, qui nous a reçus à bras ouverts et qui a tenu absolument à ce que le photographe la prenne avec ses objets les plus chers chez elle. Donc c'est vraiment très particulier comme photo. Et on a passé des moments sensationnels avec elle. Elle nous a raconté la vie du squat et je crois qu'on va pouvoir en faire un livre des histoires qu'elle nous a racontées. C'est très très particulier, c'est très sombre, mais bon, malheureusement c'est comme ça chez elle. Il n'y a pas de fenêtre, donc il a fallu, avec le photographe, on s'est battu pour mettre des projecteurs, pour avoir la lumière, pour avoir un rendu. Mais franchement, ça c'est une photo qui reste marquée pour nous. C'était très particulier. C'est un lien d'amitié qui s'est créé tout de suite, ça a été très réceptif des deux côtés. Bon, on avait l'impression d'être en famille avec eux, quoi. C'était ça surtout. Donc, on ne s'attendait pas du tout à cet accueil-là. Et comme c'est ce que je disais, on a été invités, on a mangé avec eux. On arrive à n'importe quel moment, on les dérangeait, on s'en rendait bien compte. Bon, ils nous en ont jamais voulu, ils ne nous l'ont pas fait voir et tout. Ils étaient tout le temps disponibles dès qu'on arrivait. Franchement, là, ça a été quelque chose. Oui, on était en famille, carrément. Le lien s'est créé tout de suite. D'abord, il y avait des enfants qui nous appelaient tata, tonton quand on arrivait. Donc, c'était vraiment, on était englobés dans le squat avec eux. Là, c'était la famille, une deuxième famille qui s'est créée. Bon, et puis l'impact aussi environnemental, c'est aussi le but de l'expo. Donc, celle-là, elle me tient à cœur aussi. Donc, je pense que ce soit Stéphane comme à moi, on a eu le coup de cœur pour cette photo. Ça représente tout à fait actuellement la vie des mangroves dans Nouméa. Donc voilà, la bouche d'égout et le palétuvier qui essaye de résister, qui pousse malgré la pollution, malgré tout ce qu'on lui envoie. Et là, franchement, on n'a pas pu résister tous les deux. On a dit, ça, c'est la photo qui va parler d'elle-même. Donc voilà, elle est là pour ça. C'est sur vraiment le volet environnemental, au secours, SOS Mangrove. C'est tout à fait ça. J'ai mes jeunes qui ont participé, on les a aussi, le but c'était de sortir, moi, les jeunes qui travaillent avec moi du quartier, de leur faire voir autre chose, de faire rencontrer des gens. Ils se sont vraiment investis avec Stéphane puisqu'il leur a prêté leur appareil photo, il leur a appris aussi à prendre des photos. Il y a un travail qui s'est fait avec les jeunes aussi des squats, ils ont participé aussi, ils ont pris des photos aussi avec nous. Il y a vraiment eu un travail en commun de tout le monde. Donc maintenant, on va surfer sur la vague, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec eux. Bon, j'espère que les institutions suivront. Mais voilà, c'est parti et franchement, l'accueil a été génial.
Voilà, merci pour le petit bonus, très beau reportage. Alors, car cette expo, on va dire, est terminée, c'est donc l'occasion de revoir ces photos. Mais aujourd'hui, le travail de SOS Mangrove, on va dire, il en est où? Il continue systématiquement, des journées de ramassage de déchets sont organisées. D'accord. Et bientôt, il va y avoir aussi cette année par l'association pour la sauvegarde de la nature néo-calédonienne, pour la 22e année consécutive, il va y avoir l'opération Nouvelle-Calédonie propre. Et c'est quoi cette opération? Eh bien, cette opération, elle fait l'écho à la journée mondiale Nettoyons notre terre, nettoyons la terre. C'est en fait pour inciter les communautés à nettoyer et à remettre en état leur environnement. Comment ça se passe? Eh bien, c'est une journée qui est en association avec le programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est une campagne qui mobilise près de 35 millions de personnes à travers 130 pays. D'accord. Et ici, comment ça s'organise? Ça dure 2 mois? Oui, alors ici, c'est une journée, mais ici, elle est étalée sur 2 mois. Et donc, pour s'inscrire, pour y participer, il faut s'inscrire auprès de l'association. Donc, asnc@canel.nc pour les inscriptions. Donc, comment ça se passe? Eh bien, c'est tout simple. On vous donne des gants. On vous donne des sacs poubelles, on vous dit il y a tel endroit à nettoyer, vous choisissez là où vous avez envie de nettoyer, ça peut être en bas de chez vous. On vous donne une fiche à remplir pour savoir bien combien de temps vous avez mis, qu'est-ce que vous avez ramassé, combien de sacs vous avez accumulé. Vous avez pu remplir de déchets et vous donner tout ça à l'association. Voilà, le principal, c'est de participer. Et tout le monde peut participer? Oui, voilà. Et donc, rendez-vous le 18 octobre pour une petite journée de nettoyage à la mangrove Sainte-Marie. Une mangrove la plus oubliée de Nouméa. En tout cas, ce sont les mots de l'association. Donc, affaire à suivre. Et pourquoi pas retrouver l'équipe de NCTV sur le terrain. Voilà, rendez-vous le 18 octobre, toute l'équipe donc à Sainte-Marie. Merci Camille. Merci Lise, à bientôt. Alors, on retrouve Chloé pour la rubrique Demander le programme. Salut Chloé. Salut Élise, salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler donc de la première sortie cinéma du mois. Elle concerne un personnage littéraire qui est très très célèbre. Donc c'est un personnage qui a été créé donc par l'écrivain irlandais Bram Stoker. C'était à la fin du 19e siècle dans son roman éponyme. Si je te dis que c'est un être immortel qui se repaît du sang des vivants et qui à son tour les transforme en vampires, tu penses à qui? Moi je pense à Dracula. D'ailleurs c'est un personnage qui a, on va dire, beaucoup inspiré le cinéma. Et effectivement, alors c'est vrai, des plus gore aux plus loufoques en passant par les nanars à petit budget, on ne compte plus les adaptations cinéma de Dracula. Alors le premier film, qui est la première adaptation de Dracula, elle a été réalisée en 1922 par l'allemand Murnau, donc c'est un film muet qui s'intitule Nosferatu. Et donc ce Murnau là, il a en fait essayé, il a cherché à éviter de payer les droits d'auteur, tout simplement en changeant le nom des personnages et le lieu de l'intrigue. Mais donc la veuve de Stoker, elle l'a quand même bien vu, hein, ça ne l'a pas empêché de le poursuivre en justice et d'obtenir la destruction des négatifs originaux, ainsi que la plupart des copies. Bah oui, il faut rendre à César ce qui appartient à César quand même. C'est sûr. Alors l'autre adaptation plus récente qui reste dans les mémoires des spectateurs cinéphiles, c'est bien sûr celle de Francis Ford Coppola en 1992, Dracula. Donc ce film met plus l'accent sur la liaison amoureuse entre Mina et Dracula, et donc là le réalisateur invente un passé amoureux à Dracula, ce qui donne un peu plus de profondeur à ses sentiments et puis ça suscite aussi la compassion du spectateur. Ça me rappelle en effet Son humanité perdue. Et donc c'est quoi cette nouvelle adaptation qui sort au cinéma ce mois-ci? Alors il s'agit du premier long métrage de Gary Shore qui est intitulé donc Dracula Untold. C'est un film fantastique en 3D et donc l'histoire débute en 1462, donc
donc ça se déroule en Transylvanie comme dans l'œuvre originale. Et donc c'est le prince Vlad III de Valachie et son épouse bien-aimée Mirena qui ont négocié en fait la paix et la protection de leur peuple avec le puissant Empire ottoman qui ne cesse en fait de s'étendre sur l'Europe de l'Est. D'accord, mais une belle histoire, mais il y a un mais, je pense, hein, comme toujours, sinon ça serait facile. Il y a toujours un mais, effectivement. Alors, mais, quand le sultan Mehmet II demande en fait que 1000 jeunes hommes de Valachie donc, joignent son armée, 1000 jeunes hommes, parmi lesquels le fils de Vlad, le prince. Donc, ce sultan demande à ce que ces 1000 jeunes hommes soient arrachés donc, à leur famille pour venir grossir les rangs en fait, de l'armée turque. Donc, le prince doit faire un choix à ce moment-là, abandonner son fils au sultan comme lui-même l'avait été par son père, ou bien il doit faire appel à une créature obscure pour combattre les Turcs et par la même occasion assujettir son âme à la servitude éternelle, rien que ça. D'accord. Et ce film a vraiment été tourné donc en Europe de l'Est? Alors non, effectivement, même si l'intrigue a pour cadre donc, les contrées roumaines, là ce sont les paysages nord-irlandais qui servent de décor, hein. C'est aussi d'ailleurs le pays d'origine du réalisateur. Et donc Dracula Untold a bien failli ne jamais voir le jour. En fait, en 2007, le film devait d'abord être réalisé par Alex Proyas, hein, et puis il avait pour titre Dracula Year One. Et puis, en fait, il était également prévu que le tournage s'effectue en Australie. Donc, dans le casting, en fait, les acteurs choisis étaient d'origine australienne. Donc, il y avait Sam Worthington, que l'on connaît du film Avatar. Et puis, comme actrice principale, ils avaient retenu Abby Cornish, qui est aussi une actrice australienne. Donc, après réflexion, le budget du film était tellement exorbitant hein, que le projet a d'abord été abandonné. Et puis ensuite, c'est Gary Shore qui a été consulté pour reprendre les rênes du film. Et donc, il a fini par choisir d'autres acteurs, Luke Evans et Sarah Gaydon, qui sont les acteurs principaux de ce film. D'accord. Donc, au final, toutes les adaptations cinéma des aventures du plus célèbre des vampires, hein, Dracula, ce film-là, Dracula Untold, est le budget le plus énorme de toutes les adaptations qui ont été faites après le film Dracula 2001, puisqu'ils ont bénéficié de fonds de production de plus de 100 millions de dollars. Alors, malgré le budget exorbitant, est-ce que le film a été réalisé quand même? Alors, justement, oui, au final, ils l'ont bien réalisé. Donc, de toutes les adaptations cinéma des aventures du plus célèbre des vampires, Dracula Untold, après le film Dracula 2001, est celle qui a bénéficié de fonds de production les plus importants avec un budget de 100 millions de dollars. On regarde le résultat en images. Mon père était un grand homme. Un héros, comme on dit. Mais le monde n'a pas toujours besoin d'un autre héros. Quelquefois, il a besoin d'un monstre. Mon prince. Comme tu m'as manqué. Tu sembles préoccupé. Le sultan se prépare au combat. Il veut 1 millier de jeunes gens dans son armée, y compris votre fils. Cours vers ta mère. Ne regardez pas! Tu ne peux pas nous protéger. Je trouverai un moyen. J'attends ici depuis une éternité. L'arrivée d'un homme aussi puissant que toi. Welcome to your life. Que désires-tu obtenir? Le pouvoir de détruire mes ennemis et de sauver ma famille. There's no turning back. Bois Dracula. Welcome to your life. Mais que t'arrive-t-il? Je suis ce que redoutent les hommes, pas un fantôme, autre chose. Je vois le démon qui est en lui. Croyez-vous être en vie parce que vous pouvez vous battre? Vous êtes en vie parce que je me suis sacrifié pour vous. The world. N'oublie
jamais. Voilà, et comme tu le disais, Chloé, ce film est projeté en 3D. Allez, on poursuit avec une deuxième sortie prévue ce mois-ci. Oui, alors le deuxième film dont je vous parle aujourd'hui est un thriller policier intitulé Equalizer. C'est un film réalisé par Antoine Fuqua avec Denzel Washington, Chloé Grace Moretz et Marton Csokas. Alors, pourquoi ce titre? Alors, le film, en fait, c'est l'adaptation d'une série télé, donc le titre était déjà là, une série télé du même nom, qui a été créée donc, aux États-Unis dans les années 80 par Michael Sloan et Richard Lindheim, qui, pour la petite anecdote, font aussi partie aujourd'hui de la production de cette adaptation cinéma. Et donc, l'Equalizer, en fait, c'est tout simplement le personnage principal qui s'appelle Robert McCall. En français, l'Equalizer, c'est l'égaliseur, en fait, le justicier, et qui est interprété donc par Denzel Washington. C'est donc une sorte de justicier, c'est quoi, un policier, un super-héros? Alors c'est plutôt un anti-héros, puisque autrefois effectivement c'était un agent spécial qui a été hyper entraîné, il a changé de vie et aujourd'hui il mène une vie bien rangée. Donc il a fait beaucoup de mal apparemment dans le passé, il n'est pas très fier de tout ce qu'il a fait et donc il s'efforce de se racheter et puis de se reconstruire. Donc un jour il va rencontrer une jeune fille qui est abandonnée de tous et ça va réveiller en lui un sentiment d'injustice en fait. Donc l'Equalizer parce que quand la balance penche injustement d'un côté, et il veille en fait à rétablir l'équilibre. Voilà, donc il s'est jamais beaucoup estimé, mais il n'a pas perdu donc les réflexes qu'il avait acquis dans son ancienne profession. Et donc il a quand même fait le choix de ne plus les utiliser. Pourtant, quand il rencontre cette jeune fille, il ne peut pas s'empêcher d'intervenir. D'accord, c'est vrai que nous vivons dans un monde plein d'inégalités à tous les niveaux. Oui. Et voilà ce qui motive ce McCall, c'est surtout un sentiment profond de justice. C'est bien ça. Alors la motivation de McCall, elle est simple. Lorsqu'une personne ordinaire est victime d'une injustice et ne peut pas se défendre, soit parce qu'elle en est incapable ou alors parce qu'elle ne sait pas comment s'y prendre, eh bien, il va intervenir avec ou sans violence. Et le réalisateur Antoine Fuqua, il a déjà réalisé un film avec Denzel Washington, il me semble. Il avait d'ailleurs reçu un Oscar pour ce rôle, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, oui, c'est vrai. Alors, c'était pour le film Training Day, sorti en 2001. Donc, ce film a été un succès au box-office. Il avait reçu énormément de critiques positives. Et effectivement, la prestation de Denzel Washington avait été très appréciée et lui avait valu l'Oscar du meilleur acteur. Et donc, 13 ans après, la bande de Training Day se reforme, puisque donc Denzel Washington tourne de nouveau donc, sous la direction du réalisateur Antoine Fuqua. Donc, comme en 2001, le comédien tient le rôle principal. Alors, il est aussi le producteur de ce film. Et puis, il y a également d'autres membres de l'équipe de Training Day qui sont sur ce film, comme la chef décoratrice Naomi Chohan ou encore le chef opérateur Mauro Fiore, qui avait aussi travaillé sur Training Day. D'accord. Et justement, en parlant de décor, qu'est-ce que c'est que cette histoire de tableau? Alors, en fait, la chef décoratrice dont je viens de parler, elle confie en fait s'être inspirée d'un tableau, un tableau célèbre. Ce tableau s'intitule Nighthawks du peintre Edward Hopper. Et donc voilà, on le voit, c'est des murs jaunes, un environnement sobre, spacieux, un comptoir rouge. Et elle s'est inspirée en fait de ce tableau pour recréer le cadre du restaurant dans lequel les chemins de Robert McCall et Terry, la jeune fille, se croisent. Donc Terry qui est interprétée par Chloé Grace Moretz. D'accord. Mais cette jeune actrice là, américaine, j'ai l'impression de la voir partout. C'est l'étoile montante d'Hollywood. Alors c'est tout à fait ça. Elle s'appelle donc Chloé Grace Moretz. Et effectivement, c'est une jeune comédienne très talentueuse. Pour cette année 2014, par exemple, on la retrouve dans pas moins de 5 films sortis au cinéma, dont le film Sils Maria, un film d'Olivier Assayas avec Juliette Binoche et Kristen Stewart. Et puis le film Si je reste de R.J. Cutler. Voilà, donc pour la petite anecdote, à l'origine, le rôle de Terry dans Equalizer, il avait été écrit pour une actrice bien plus âgée. Et en fait, la jeune Chloé, en fait, elle a complètement impressionné le réalisateur au moment de l'audition. Et donc, il a décidé de réécrire le rôle, de l'adapter en conséquence pour cette jeune actrice qui a que 17 ans. Si jeune et déjà une star internationale, ça m'impressionne, moi, tous ces acteurs et actrices qui ne sont encore des ados et puis on dirait des pros, quoi. Oui, carrément. Ouais. Alors c'est le talent, qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux. Donc il y en a qui naissent avec, faut pas se leurrer, il y a quand même beaucoup de travail derrière. Mais bon, c'est vrai que certains sont quand même prédisposés pour ce genre de métier. Voilà, donc je vous propose de découvrir tout de suite la bande-annonce du film Equalizer. On regarde. Alors ce poisson, il l'a eu Ton livre. Ah, oui, il l'a eu. Ça se finit bien.
Pas exactement. Le vieil homme tombe sur un adversaire redoutable alors qu'il pensait que ça ne lui arriverait plus. Pourquoi il l'a pas relâché dans ce cas? Le vieil homme, c'est le vieil homme et le poisson, c'est le poisson. Dans ce monde, il faut être soi-même, non? Quoi qu'il arrive. Eh papy, je parie que tu poussais pas les chariots dans ton ancien boulot. Je suis démasqué. Tu pourras me recréditer une carte quand t'auras fini. Ouvre cette putain de caisse et pas d'histoire. Magne-toi. File-moi la bague aussi. Évitez à ma mère, s'il vous plaît. Ça va aller, Jenny. C'est quoi la nouvelle? C'est l'histoire d'un gars qui se prend pour un chevalier en armure, sauf qu'il vit dans un monde où les chevaliers n'existent plus. Ma bague. Je pense qu'on peut être ce qu'on veut être. Change de monde. J'avais promis que je ne redeviendrais jamais cet homme-là. Mais quand quelqu'un se comporte de façon inhumaine avec une inconnue, alors tu réagis, parce que tu peux le faire. Je viens pour la fille. 16 secondes. Secondes. Tu n'as pas tué 5 proxénètes. Tu as éliminé le noyau dur de la mafia russe de la côte Est. Un homme avec un tel savoir-faire, je veux savoir qui il est réellement. Il n'arrêtera pas tant qu'il ne t'aura pas tué toi et toutes les personnes auxquelles tu tiens. C'est remonté jusqu'au sommet. Ça suffit comme ça? Parce que je peux continuer. Pierre après pierre, cadavre après cadavre. Quand vous me regardez, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez quand vous me regardez? Ah oui, il faut pas trop l'embêter, hein, le McCall. Il est à la retraite, mais il n'a pas perdu ses réflexes. Oui, ses réflexes, pardon. Et puis alors, vous aurez sûrement reconnu aussi la bande originale, hein, qui est interprétée donc par Sia et Eminem, Guts Over Fear. Voilà. Allez, Chloé, on finit avec les sorties des autres salles du pays. Alors, cette semaine, le film projeté au cinéma de la foi s'intitule Les Gardiens de la Galaxie. C'est un film qu'on a déjà eu l'occasion de présenter. Un film de science-fiction, donc réalisé par James Gunn avec Chris Pratt et Zoe Saldana. Donc, une séance aujourd'hui et demain à 17h30. Et puis samedi, 2 séances comme d'habitude, l'une à 17h et l'autre à 19h30. Et puis à Bourail, hein, le film Sexy Dance 5, Tous à Vegas, qu'on a déjà présenté aussi. 3 séances prévues cette semaine, aujourd'hui à 17h30 et jeudi et vendredi à 18h30. Et puis en mémoire de l'acteur Robin Williams, hein, récemment disparu, le cinéma de Bourail propose une spéciale Robin Williams ce samedi 4 avec donc la projection de 2 films cultes, Jumanji à 15h et puis Le Cercle des poètes disparus projeté à 18h30, donc ce samedi 4 octobre. Voilà, merci Chloé. On te retrouve donc bientôt pour un nouveau Demander le programme. Merci. Merci, avec plaisir. À bientôt tout le monde. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique La science et nous. Salut Mara. Salut Élise, salut à tous. L'impression 3D, c'est vraiment la révolution dans la façon de fabriquer. Alors les innovations dans le domaine, elles ne s'arrêtent plus et les limites de cette nouvelle technologie, elles sont sans arrêt repoussées par les inventions de plus en plus inattendues des scientifiques. Alors imprimer en 3D, c'est quoi? Eh bien, c'est produire un objet réel à partir d'une modélisation que l'on fait à l'ordinateur. Donc ensuite, le fichier il est envoyé vers l'imprimante qui va le découper en tranches finalement et déposer de la matière couche par couche pour obtenir la pièce finale. Donc dans le principe, c'est vraiment simple, c'est l'empilement des couches qui va créer le volume de l'objet final. Et du coup, on peut créer n'importe quel objet en fait, finalement. Eh bien oui, toutes sortes d'objets. Alors il y a encore quelques années, l'impression 3D, ça se résumait vraiment à produire des objets de petite taille, des petites pièces de rechange très souvent. Mais aujourd'hui, franchement, les limites, elles sont difficiles à définir en ce qui concerne cette technologie. En tout cas, à long terme, on ne sait pas, hein, peut-être que ça deviendra vraiment un nouveau standard de fabrication. Tout y passe, de nos jours, on fabrique déjà des instruments de musique, des chaussures, même des soutiens-gorge, des lunettes, des vêtements. Tout est fait sur mesure. Il y a même des voitures qui ont été imprimées en 3D
3D, il y a des salons qui sont dédiés entièrement à l'impression 3D, il y a même aussi des cafés 3D, c'est comme des cybercafés en fait, mais on y vient pour fabriquer ses propres objets. Finalement, c'est en train de rentrer dans la vie de tous les jours, quoi, dans notre quotidien. Écoute, il y a des grandes chances en tout cas pour que ça le soit, puisque vous avez bien remarqué que ce n'est pas encore le cas chez nous, mais c'est en train de devenir vraiment un standard dans les pays de l'hémisphère nord, je dirais. Donc il y a de grandes chances pour que dans un futur proche, ça fasse partie aussi de notre quotidien. Allez, je vous propose qu'on fasse un petit retour en images sur tout ce qu'on sait faire de nos jours avec l'impression 3D. C'est parti. L'impression 3D ne cesse de repousser les limites du possible. Cela peut paraître invraisemblable, mais cette voiture de course a été conçue avec des pièces aérodynamiques fabriquées avec une imprimante 3D. Et ce n'est pas une maquette, ce véhicule peut rouler jusqu'à 320 km/h. Il n'est pas rare d'utiliser l'impression 3D pour réaliser des maquettes, car le cycle de production est très court. Mais la nouveauté ici, c'est que nous avons installé des pièces réelles sur une voiture de course. Nous avons constaté que les propriétés des matériaux avaient évolué et qu'ils étaient désormais suffisamment solides et légers pour fonctionner comme un produit fini sur une voiture de course. Désormais, tout semble possible avec les imprimantes 3D, capables aussi de fabriquer des vêtements ou autres accessoires de mode, qui ne pourraient d'ailleurs pas toujours être conçus avec des méthodes conventionnelles. L'industrie de la mode qui attend encore beaucoup de cette technologie. La fabrication via l'imprimante 3D est encore dans une large phase d'évolution. Nous attendons encore des matériaux d'impression 3D qui aient la résistance, la solidité de la fibre textile. Il faut comprendre que l'impression 3D est une technique de fabrication de couches additives. Et pour créer une fibre solide, il faut avoir une fibre continue dans le matériau. L'impression 3D a encore un bel avenir devant elle, une véritable aubaine pour de nombreux secteurs d'activité en quête de progrès et d'originalité. Oui, effectivement, tous les secteurs peuvent y trouver leur compte. Tout dépend en fait de ce qui sert d'encre, finalement. Et oui, mais Lise, on se rend compte en fait que dans le principe, absolument tout peut être fabriqué à partir de l'impression 3D. Après, selon le secteur, il y aura des améliorations, des développements, des spécificités à développer, comme par exemple pour le textile. Hein, vous avez vu dans le reportage qu'on cherche encore à améliorer la solidité des fibres. Le résultat, pour l'instant, des fibres imprimées n'est pas totalement satisfaisant. Donc, Alors, et dans le secteur médical, où est-ce que ça en est ? Alors, dans le secteur médical, on compte énormément sur cette technologie pour avancer. Donc, dans ce cas-là, on parle de bio-impression puisqu'il s'agit d'imprimer des tissus vivants. Donc, à partir d'une encre biologique qui est constituée en fait d'un mélange de cellules qui sont en suspension dans un milieu spécifique, un milieu adapté, on peut obtenir des tissus vivants. Donc, l'encre biologique, elle sera projetée de façon ordonnée et calibrée. Donc les différents constituants du tissu, ils vont être positionnés et empilés pour obtenir, pourquoi pas à terme, des organes entiers. C'est majeur, ça révolutionnerait carrément la médecine. Ah oui, en effet, c'est des promesses qui sont vraiment immenses, qui ont une valeur inestimable, qui émergent avec justement ce concept de bio-impression. Mais il faut quand même rester extrêmement prudent avec ça. On en est encore au tout début, il y a encore énormément de développement technologique à apporter. Et il y a une spécificité qui est quand même fondamentale avec la bio-impression, contrairement à tous les autres types d'impression 3D. Ce qu'il faut prendre en compte là, c'est l'aspect du temps. Parce qu'une fois qu'il est imprimé, le tissu vivant, le tissu biologique, va subir une phase de maturation de plusieurs semaines pendant lesquelles justement les cellules vont pouvoir s'organiser, se reproduire et puis se spécialiser, c'est-à-dire acquérir des fonctions biologiques spécifiques. Par exemple pour la peau qui a un rôle de barrière biologique, et cette fonction-là de barrière, elle découle d'une succession de propriétés qui apparaissent successivement. Elle ne sort pas telle quelle, prête à l'emploi. Donc pendant la conception, il faut prévoir des espaces pour ces évolutions et ça, c'est quand même vraiment compliqué. Donc la bio-impression, c'est l'espoir d'une nouvelle ère pour la médecine. C'est pas gagné, mais il y a des énormes espoirs. On regarde ça ensemble. La technologie pour créer des organes à partir d'imprimantes 3D a fait un nouveau bond en avant. Un groupe de scientifiques américains de Caroline du Sud, en partenariat avec des chercheurs chinois de l'université de Zhejiang, ont notamment fait une percée sur la manière dont se comportent les encres biologiques, qui sont essentiellement des cellules, lors de l'impression.
Le spectre global de ce que nous faisons est appelé biofabrication. Biofabrication signifie qu'on utilise des techniques basiques d'ingénierie pour composer de nouveaux tissus humains. L'encre biologique est déposée avec une seringue dans une boîte de pétri. L'imprimante dispense des rayons UV pour stériliser les cellules. Un microscope électronique permet aux scientifiques d'observer au mieux le processus. Pour le docteur Michael Yost, la technologie n'est pas encore aboutie, mais en 10 ans, les chercheurs en bio-impression ont fait des progrès considérables. Ce qui est vraiment passionnant, c'est de faire de la bio-impression en 3 dimensions. Avec notre imprimante 3D, nous avons été capables de créer des réseaux microvasculaires que l'on peut faire évoluer en tissu dans des organes clés comme le pancréas, le foie ou les reins. À terme, cette technologie permettra peut-être d'utiliser ses propres cellules pour créer des organes en vue d'une auto-transplantation, ce qui permettrait certainement d'éviter des rejets du système immunitaire. En effet, si on pouvait créer, fabriquer de nouveaux organes à partir de nos propres cellules, ça c'est vraiment incroyable et c'est vraiment fou, quoi. Une nouvelle façon de voir la médecine, quoi. Complètement, c'est clair, mais bon, voilà, il y a encore beaucoup de boulot, comme je le disais tout à l'heure, pour savoir comment se forment les tissus. Voilà, un organe, c'est pas juste un objet tel quel, il a des spécificités qui sont dues à telle ou telle façon dont sont organisées les cellules. Enfin voilà, c'est vraiment très compliqué. Il faut prendre en compte toutes les spécificités liées à chaque organe. Donc pour la bio-impression, encore une fois, il ne faut pas s'attendre à pouvoir créer directement un organe prêt à l'emploi, nickel, parfait, c'est impossible. Par contre, ce qu'on pourrait peut-être envisager, c'est de créer des organes en les fabriquant par assemblage de modules et non directement. D'accord, donc créer séparément les différentes parties des organes et les assembler ensuite, c'est ça? Voilà, peut-être, oui. En tout cas, on va sans doute pouvoir bientôt utiliser des tissus biologiques imprimés, par exemple pour des tests, pour des essais dans la pharmacie ou dans la cosmétique. Là aussi, il y a beaucoup d'enjeux parce que pour le moment, donc, vous le savez, les tests sont effectués sur les animaux, mais il faut savoir que sur tous ces médicaments ou cosmétiques testés, il y en a 40% qui se trouvent être toxiques pour l'homme. Donc, il y a beaucoup de pertes, pardon. Et on pourrait aussi envisager à terme des tests individualisés, c'est-à-dire tester l'efficacité d'un médicament sur les tissus d'un patient spécifique, des tissus qui auraient été fabriqués à partir des cellules de ce patient. C'est vrai que parfois des traitements fonctionnent sur une personne et d'autres personnes ça ne marche pas. Exactement. Et là, on le saurait vraiment avec certitude. Si on teste le produit sur des tissus issus des propres cellules du patient, il n'y aurait vraiment aucun risque. Et on pourrait également envisager une autre application pour la bio-impression, c'est la médecine régénératrice avec la production de tissus implantables, comme par exemple la cornée ou la peau. Je pense notamment aux grands brûlés et qui sait peut-être les imprimer directement sur le patient. Oui, en effet, il y a beaucoup d'espoir dans ce domaine-là, ce que je comprends. Mais pour ce qui est justement des prothèses médicales, il n'y a pas de paramètres vivants à prendre en compte. Exact. Donc ça devrait être plus réalisable. Alors tout à fait. Et d'ailleurs, ça a déjà été fait. En particulier, il y a quelques semaines à peine, ça s'est passé à l'hôpital universitaire de Pékin. Donc c'est un enfant de 12 ans qui s'appelle Mingao. Donc il a été hospitalisé pour un cancer qui était localisé dans ses vertèbres du cou en fait. Et donc ils ont retiré sa vertèbre malade et ils l'ont remplacé par un implant réalisé avec une imprimante 3D. Alors c'est la première utilisation d'une vertèbre imprimée en 3D en tant qu'implant pour une chirurgie de la colonne vertébrale. Et je cite le chirurgien et je vous propose qu'on regarde ça en images. L'impression 3D va-t-elle révolutionner la médecine? Ces chirurgiens chinois en sont convaincus. Ils viennent d'implanter une vertèbre imprimée en 3D dans la colonne vertébrale d'un garçon de 12 ans. L'adolescent est atteint d'un cancer des os localisé dans les vertèbres du cou. L'opération a eu lieu à l'hôpital universitaire de Pékin, une première en Chine. Alors comment faire pour obtenir un implant imprimé en 3D d'une vertèbre? Nous utilisons l'image médicale comme la tomodensitométrie, le scanner, puis on convertit ces données en données 3D pour obtenir un implant qui a exactement la même structure que la colonne vertébrale du patient. Et lorsqu'on l'implante, il s'adapte parfaitement à la morphologie et à l'anatomie du patient.
La vertèbre en question est située juste sous la mandibule. Elle est donc très difficile d'accès. Sa forme particulière ne permet pas de la remplacer par un implant standard en titane. La vertèbre 3D est-elle réalisée sur mesure? Elle épouse donc parfaitement la forme de l'organe ou du membre à remplacer. Selon les besoins, différents matériaux sont utilisés, céramique, plastique ou alliage de titane, des matériaux qui sont tous biocompatibles. La structure de cette vertèbre imprimée en 3D reprend exactement la structure de la vertèbre originelle. Donc elle s'insère parfaitement entre les vertèbres supérieures et inférieures. Cela améliore aussi la zone fonctionnelle qui est fixée à la masse latérale de l'atlas, la première vertèbre cervicale. Cela permet donc d'améliorer considérablement le degré de stabilité, ce qui permet aux patients de bouger plus rapidement après la chirurgie et cela rend également la chirurgie plus sûre. Mais cette médecine de pointe sur mesure est nécessairement beaucoup plus coûteuse que la fabrication d'implants standards. Pour l'instant, elle n'est donc utilisée que dans des cas exceptionnels. C'est génial, hein, ça doit améliorer la convalescence du patient. Complètement. Alors, c'est pas l'idée qui est nouvelle, il faut bien le préciser. Les implants existaient déjà, mais là, c'est la technologie qui est nouvelle, donc l'impression 3D, puisque les implants, ils étaient faits auparavant, enfin toujours, pour ceux qui ne peuvent pas profiter de cette technologie, ils étaient faits avec des grillages de titane que les chirurgiens ajustaient au cours de l'opération, donc forcément, on perd du temps, l'opération dure beaucoup plus longtemps. Et puis le résultat n'est pas parfait et c'est beaucoup moins précis qu'avec l'impression 3D. Dans ce cas-là, l'implant est fait donc sur mesure et il s'emboîte donc forcément parfaitement parmi les autres vertèbres du petit garçon que vous avez vu à l'écran. Donc c'est plus solide et en plus la convalescence du patient est bien moins pénible en tout cas. Bon, après le problème qui reste, c'est l'argent. Le sur-mesure coûte cher quand même. Et oui, malheureusement. Alors aux dernières nouvelles, le petit garçon que vous avez vu, donc Mingao, il est tiré d'affaire, mais qui peut dire que tous les petits garçons avec un cancer des os auront les moyens de se payer une vertèbre sur mesure. Ça, c'est vraiment pas dit. Bon, et bien voilà. Merci Mara de nous avoir... Merci à toi, merci à vous. À très bientôt. Voilà, c'est avec cette chronique que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Tata à tous.